Bonjour et bienvenue à ce 1e numéro d'Objectif 2023 qui reçoit pour vous le coordonnateur de Journée nationale de réflexion sur les réformes électorales, JONAREF. Il s'agit du bishop Abraham Djamba à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Ilou Cléopâtre. Alors, quels sont à ce jour les résultats de Journée des réflexions organisée par le Consortium des missions nationales d'observation électorale? Est-ce que déjà ces assises ont connu l'adhésion de toutes les parties prenantes? Oui, je crois que ce que nous visions, nous l'avons obtenu. Toutes les grandes plateformes de la société civile, les grandes fêtières de la société civile, comme le cadre de concertation de la société civile, la nouvelle société civile, les grandes organisations comme ACAJ, comme le Congolais debout, les comités laïcs de coordination, en tout cas, tous les grands leaders de la société civile étaient là et nous avons pu échanger avec les acteurs politiques, particulièrement ceux qui sont porteurs des propositions de loi pour la réforme. Et en fin de compte, nous avons obtenu ce que nous cherchions, c'était le référentiel commun des recommandations de la société civile pour la réforme. Donc nous pensons qu'effectivement, c'était une grande réussite. Que dit ce référentiel? Le référentiel présente un ensemble de recommandations à partir de constats que nous avons faits sur le terrain, en rapport avec la CENI, la loi électorale, la Cour constitutionnelle et les médias. Donc, des recommandations qui sont formulées dans le sens d'améliorer toutes ces lois, de sorte que nous puissions avoir des élections plus crédibles désormais. Voilà, l'une des principales réformes sur la loi organique de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que vous voulez concrètement apporter comme innovation ou réforme à cette loi? Les innovations, bien sûr, il y en a, mais parfois elles ne sont pas spectaculaires. Mais c'est juste ce qu'il faut pour que, justement, ce qui était là puisse être amélioré. La plus grande recommandation en rapport avec la CENI, c'est sa dépolitisation et la recherche de son indépendance. Et sur ce point-là, nous avons insisté sur un aspect qui semblait être négligé jusqu'à présent. Lequel? C'est la personnalité, le concept de la personnalité indépendante. Cette notion-là est dans la loi organique depuis 2011, mais dans les faits, on ne l'a jamais appliquée. Donc la loi dit que les membres de la CENI sont désignés parmi les personnalités indépendantes. Or, nous avons vu les partis politiques désigner des hauts cadres à la CENI. Et donc, nous insistons maintenant pour que les législateurs puissent clairement définir ce concept-là de personnalité indépendante en proposant certains critères qui peuvent nous donner à pouvoir apprécier les caractères indépendants des personnalités. Alors, Bishop Djamba, est-il possible d'avoir une commission électorale nationale indépendante quasiment composée de membres de la société civile? Ça dépend de la volonté aussi, la volonté du législateur, mais c'est ce que nous proposons. Mais ce n'est pas seulement le fait de la présence de membres de la société civile qui fait l'indépendance, mais il y a aussi un certain nombre de mécanismes que nous proposons pour que, justement, une fois désignés, les membres de la CENI puissent être évalués régulièrement sur leur déontologie, leur éthique. Et donc, ce n'est pas le fait d'être seulement société civile qui fait l'indépendance. Donc, il y a un ensemble de mesures qu'il faudrait combiner, en fait, pour arriver à cela. Mais l'important... Pouvons en citer quelques-unes? Oui, par exemple, ce que nous demandons, effectivement, que de préférence, ce soit uniquement des membres qui sortent de la société civile, au départ, lorsqu'on doit les désigner. Nous demandons que ce ne soit pas de hauts cadres des partis politiques
ou des personnes qui ont concouru aux élections dans les scrutins écoulés, par exemple, et nous proposons qu'il y ait un certain filtrage lorsque on peut retenir les candidatures, mais que ces candidatures-là soient publiées. Donc, que toute l'opinion nationale puisse être au courant de ce qui est en train de se faire, donc que cela ne se fasse plus dans l'opacité et que les critères justement des désignations des membres puissent être connus de tous, de telle sorte que toutes les personnes qui sont, si vous voulez, en mesure de pouvoir postuler, puissent postuler. Donc ça, c'est le premier niveau où nous demandons qu'il y ait de la transparence dans la désignation. Nous demandons aussi que le plus possible, les composantes qui sont au niveau de la désignation des candidats puissent être soustraites de l'influence politique et même de la corruption. Et là, c'est des mécanismes un peu plus complexes qui pourraient être mis sur pied, mais nous proposons par exemple qu'il y ait une commission, après que les composantes aient désigné, nous proposons une commission mixte avec les barreaux, avec la magistrature, avec donc d'autres composantes qui n'étaient pas au départ à la désignation, donc qui pourraient alors filtrer les candidatures qui sont proposées. Ça, c'est au niveau de la désignation jusqu'au moment où on va retenir en fait des personnes qui ne sont pas contestées parce qu'on aura publié leur candidature. Mais après ça, lorsque les personnes sont désignées, il y a un certain nombre de mesures. Par exemple, ces personnes sont astreintes à ce que nous appelons le devoir d'ingratitude. Donc, elles ne doivent pas envers les composantes qui les ont désignées. Donc, il ne doit pas y avoir, un lien de dépendance entre le membre de la CENI par rapport à sa composante d'origine. Particulièrement parlant de la société civile, s'il y a un membre qui a été désigné par X, Y organisation, eh bien, devenu membre de la CENI, eh bien, cette personne-là ne doit plus rendre compte à cette organisation-là, en quoi que ce soit. Elle ne doit plus cotiser dans cette organisation-là. Et donc, il y a une rupture en sorte que sa redevabilité est portée maintenant au niveau national. Il devient redevable vis-à-vis de toute la nation plutôt que vis-à-vis d'une seule organisation. Donc, l'organisation qu'il a désignée n'a plus d'emprise sur l'exercice de son mandat. Parce que cette organisation ne peut pas demander la cessation de son mandat, par exemple. Il a un mandat inamovible par rapport à son organisation. Donc, c'est vraiment des mesures assez complexes pour justement chercher à réduire le plus possible l'emprise, surtout de politiciens et de gouvernements sur les membres de la CENI. Bishop, vous n'allez pas me contredire, je pense. Vous suivez parfois le football. Même dans un match de football, vous savez que les arbitres ont des penchants. Mais comment la société civile compte-t-elle vraiment assurer la neutralité à la tête de la Commission électorale nationale indépendante? Bon, c'est vrai, tout le monde a ses penchants, tout le monde a ses sentiments, mais ce qui est demandé à des personnes qui sont portées à un tel niveau de responsabilité, c'est de pouvoir se départir en public de leurs sentiments. Ça, c'est d'abord chose qui n'est toujours pas si facile à faire. C'est pas facile à faire, donc c'est ça, on dit les honneurs coûtent cher. Donc, à partir du moment où vous avez été honoré, vous devez vous astreindre donc à ne pas le faire. Donc, ces personnes ne doivent pas afficher publiquement leurs préférences. Ces personnes ne peuvent pas, par exemple, relayer une opinion d'une de ces composantes. Ces personnes ne doivent pas participer à des réunions. Ces personnes ne peuvent pas porter des insignes de ces composantes. Donc, il y a quand même
quelques indicateurs qu'on utilise pour juger justement de la neutralité de ces personnes à ce niveau-là. Les mêmes critères que nous utilisons par exemple pour les observateurs des élections. Et donc on leur demande la neutralité et c'est tous ces aspects-là qu'on regarde pour voir est-ce que la personne est toujours dans la neutralité. Et puis il y a leur code de conduite. Nous proposons qu'il y ait un code de conduite spécifique aux membres de la CENI, en plus du code de conduite de l'OCEP. Donc c'est cela que nous proposons. Alors, vous avez eu des conclusions à l'issue de vos journées de réflexion, mais est-ce qu'avez-vous déposé ces conclusions aux institutions, par exemple à l'Assemblée nationale, pour être examinées, par exemple par rapport à la session de septembre qui s'est ouverte déjà? Cela va être fait dans quelques jours ici. Nous avons toute une feuille de route que nous avons, si vous voulez, dégagée pendant les assises. Donc, il y a toute une série d'activités que nous allons engager, vraiment des activités d'envergure pour continuer à soutenir nos recommandations, au nombre desquelles il y a justement les dépôts solennels de notre référentiel commun auprès des institutions publiques. Nous verrons les présidents de la République, les parlements. Donc ce serait ça la première étape? Oui, la première étape, justement. Nous étions en train de préparer tous les outils, n'est-ce pas, et formater, par exemple, le référentiel pour que, vraiment dans les jours qui viennent, nous débutions alors des activités d'envergure autour de la promotion de ce référentiel-là. Alors, vous ferez de promotion, vous allez déposer auprès des institutions. Après la présidence de la République, forcément, vous passerez par les parlements, l'Assemblée nationale. Mais que feriez-vous si vos propositions rencontraient des blocages au niveau du Parlement? Bon, si nous rencontrons des programmes, nous allons continuer à... Des blocages? Plutôt les blocages, nous allons continuer à convaincre nos élus de nous écouter parce que il n'est pas, si vous voulez, avantageux aux élus de négliger les avis de la population. Ce n'est vraiment pas avantageux. Donc nous allons continuer à les persuader, y compris en utilisant tous les moyens de la société civile. Lesquels, par exemple? Il y a les manifestations pacifiques, nous pouvons envoyer des pétitions, il y a donc toute une gamme de possibilités qui nous est donnée pour que nous puissions continuer à parler à nos que élus. Vous avez déjà mis en place au cas où oui, nous avons planifié, c'est toute une stratégie. Donc, vous allez utiliser vos cartouches. Nous savons ce qu'il faut faire, les plans A, les plans B, les stratégies A, 1, 2, 3, 4. Nous avons toutes ces stratégies-là. Mais ce que nous voulons, c'est effectivement de dialoguer avec nos élus pour qu'ils comprennent les bien-fondés de ce que nous proposons. Vous savez, je le dis tout le temps, les meilleures lois aujourd'hui, ce sont des lois qui sont la transformation juridique ou la formulation juridique des demandes de la population. C'est dans la mesure où les citoyens peuvent se reconnaître dans les lois qui sont votées, que les citoyens vont avoir confiance en leurs élus en disant « ils nous écoutent », n'est-ce pas? Donc, l'intelligence aujourd'hui n'est pas de concevoir une loi. L'intelligence, c'est d'avoir la capacité de transformer la demande de la population en loi. C'est ça l'intelligence. Donc, un élu qui s'enferme dans son bureau ou dans sa chambre pour concevoir une loi et qui vient la faire adopter, c'est comme si c'était une loi qui était imposée aux citoyens. Et ça, ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous avons vécu les faits pendant les scrutins, nous les avons analysés et nous les proposons. La preuve aujourd'hui, vous allez voir, dans toutes les initiatives qui circulent, eh bien, toutes les thématiques que nous avons soulevées depuis la fin des scrutins dans nos rapports d'observation, ce sont ces thématiques qui reviennent.
Donc, c'est vraiment des problèmes qui ont été très bien identifiés, très bien cernés. Et donc, ce que nous demandons à nos autorités, à nos élus, c'est de pouvoir les transformer en texte de loi. Donc vous aimeriez être écouté ou être répondu favorablement par rapport à vos propositions, c'est ça, en définitif? Bon, c'est à la fois un souhait et une exigence. C'est-à-dire que, oui, nous en parlons avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de déférence à nos autorités, mais il ne faudrait pas que nos autorités oublient que la souveraineté appartient au peuple. Ça, c'est l'article 5 de la Constitution. On oublie souvent, si vous voulez, de faire vivre la nation dans les options que nous avons choisies. En 2005-2006, nous avons opté pour la démocratie. Et dans la démocratie, on dit que le pouvoir appartient au peuple. Donc, et c'est ce qui est traduit dans la souveraineté appartient au peuple congolais. La souveraineté, quand on parle de la souveraineté, ça signifie qu'au-dessus, il n'y a plus une autre autorité qui décide. Donc, la décision suprême en République démocratique du Congo appartient au peuple. Et si le peuple s'exprime dans un sens, je crois que la moindre des choses, c'est de pouvoir suivre ce que le peuple dit. Alors donc, c'est à la fois un souhait, mais aussi une attente de la population. Une exigence, vous avez dit tant. J'ai dit oui, une exigence, c'est pour quand même utiliser un euphémisme, mais en réalité, c'est une exigence parce que quand vous regardez, si vous voulez, tout ce qui est dit sur la gouvernance, on parle des exigences de la gouvernance. Et dans les exigences de la gouvernance, il y a la transparence, c'est-à-dire le fait de donner l'information aux citoyens, n'est-ce pas, quand ils en ont besoin, quand c'est nécessaire. Il y a la participation citoyenne, c'est le fait d'impliquer les citoyens dans les affaires publiques, spécialement dans la prise de loi, et puis la redevabilité. Donc, le devoir moral de ceux qui ont été portés à des postes de responsabilité, de pouvoir rendre compte de comment ils exercent leurs fonctions. Donc, nous sommes ici dans l'exigence de la gouvernance qui est la participation citoyenne. Donc, à partir du moment où les citoyens ont émis des avis, l'autorité ne doit pas ignorer ces avis-là. Donc, il doit prendre en considération. Exactement. Voilà, vous savez qu'il y a des initiatives parlementaires, notamment sur les réformes de la loi organique de la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle déposée au bureau de l'Assemblée nationale il y a près d'1 an, mais qui ne sont toujours pas examinées. Cela devrait peut-être vous décourager, n'est-ce pas? Pas du tout. Pas du tout, parce que nous disons qu'on doit finir par là. Normalement, il faut passer par là. On ne sait pas éviter les réformes. Et nous conseillons aux autorités de ne pas traîner les pieds, d'aller très vite aux réformes parce que c'est une nécessité, c'est quelque chose d'établi, et il y a des dysfonctionnements qu'il faut arriver auxquels il faut arriver à y apporter des réponses. Donc, si aujourd'hui on n'inscrit pas ou on n'aligne pas ces propositions de loi, nous savons qu'il viendra bien un moment où ça va être aligné. Mais c'est que nous ne voudrons pas que ça soit trop tard. Par exemple, pour la CENI, nous conseillons vivement aux autorités de pouvoir inscrire cette proposition de loi en cette session ici. Parce que si on dépasse cette session, ça va commencer à être difficile pour la mise en place d'une nouvelle équipe qui conduirait les élections. Donc, l'année prochaine, on n'aura plus que 3 ans ou 2 ans et demi. Ça va être tout juste pour l'équipe de la CENI de pouvoir conduire les élections. En ce qui concerne la Cour constitutionnelle et la loi électorale, parce qu'il y a aussi une proposition de la loi électorale déjà déposée aussi. Donc, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, nous pensons qu'au plus tard, la session parlementaire de mars 2021, on devrait inscrire ces questions-là pour qu'elles soient débattues et qu'elles trouvent des réponses. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on permettra
à la population de comprendre ce qui se trouve dans des nouvelles lois. Vous savez qu'on a eu deux cycles électoraux pendant lesquels la sensibilisation ou l'éducation électorale a été vraiment minimale. Et ce n'est pas normal. Donc, lorsque nous allons dans les élections, il faut s'assurer que les électeurs, et même les candidats, c'était le cas aussi la fois passée avec ces fameux seuils légal de représentativité, il faut que les électeurs puissent vraiment cerner la législation ou les cadres juridiques du processus électoral pour qu'ils soient en confiance. Aujourd'hui, la confiance de la population, c'est vraiment considérablement amenuisée par rapport au processus électoral et par rapport aussi à la CENI. Donc, la réforme serait un signal fort pour que les citoyens puissent redonner encore confiance à notre processus électoral. Donc, que cela se fasse suffisamment à temps pour que ça ne soit plus des réformes hâtives qui se font à la dernière minute, mais en fait, c'est pour imposer la volonté d'une seule partie aux autres parties prenantes. Vous avez dit tantôt que les réformes étaient importantes, mais ces réformes-là occupent quelle place dans le processus électoral? Les réformes occupent une place essentielle parce que lorsqu'on constate qu'il y a des problèmes dans un processus électoral, il faut très rapidement corriger ces problèmes-là. Donc, et les réformes viennent justement pour apporter des réponses dans le sens de l'amélioration de ce qui a été constaté. Donc, les réformes occupent vraiment une place centrale et c'est important. Et les réformes, on doit s'y pencher lorsque une partie des parties prenantes au processus électoral revendique donc certaines situations. Donc, s'il y a des problèmes, par exemple, dans la manière de comprendre comment on calcule l'attribution des sièges, s'il y a des problèmes dans l'accessibilité aux éléments de preuve des résultats, s'il y a des problèmes par rapport à la publication des résultats, eh bien, ces questions-là doivent pousser les législateurs à s'arrêter et à y donner des réponses. Parce que sinon, vous allez embarquer donc une bonne partie des parties prenantes dans un processus dans lequel il y a des frustrations, il y a des contestations. Et donc, les réformes viennent pour éviter justement les frustrations et les contestations. Alors, tout à l'heure, vous avez martelé sur la dépolitisation des juridictions, l'indépendance des juges. Mais comment cela pourrait être possible quand on sait que 3 juges sont nommés par le président de la République, 3 par les parlements et les 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature? Oui, cette question nous a vraiment beaucoup préoccupés parce qu'effectivement, avec les dispositions légales qui sont là, à partir de la Constitution, nous avons eu vraiment difficile à pouvoir débloquer cette question, parce que ce que nous ressentions de manière forte, c'était la dépolitisation de la Cour constitutionnelle. Mais comment y arriver? Nous devons avouer que nous avons eu les déclics avec le contact que nous avons eu avec l'honorable Daniel Mbao, qui a fait une proposition aussi dans ce sens. Et lorsque nous avions confronté nos recommandations avec ces propositions, nous avons trouvé, selon nous, la clé qui pourrait nous aider à cela. C'est quoi cette clé? Cette clé, c'est justement prenant aussi en compte ce que nous avions dit déjà en rapport avec les membres de la CENI, eh bien, nous proposons les filtrages des candidatures. Si le président de la République peut désigner le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature, nous proposons qu'il y ait d'abord des candidatures.
n'est-ce pas, que le président désigne par exemple 5 magistrats. Le Parlement, 5 magistrats. Et donc, ces magistrats qui sont désignés passent par une sorte de filtre. De sélection. Par exemple, on publie, on dit voilà, ce sont ces magistrats-là qui sont pressentis pour être désignés au niveau de la Cour constitutionnelle. Et ça peut être publié de cette manière-là, mais aussi qu'il y ait une commission qui étudie véritablement les candidatures de ces magistrats quant à leur moralité, leur carrière, etc. De sorte que, à l'issue de ce processus, eh bien, il y aura toujours parmi les candidats, les magistrats que le président de la République a désignés, ou les personnes que le président de la République a désignées, les personnes que le Parlement a désignées, ainsi que la Cour, plutôt le Conseil supérieur de magistrature. Il y aura donc des personnes qui vont être retenues, mais des personnes crédibles. Et donc, vous ne pensez pas qu'il y aura toujours des influences? Oui, justement, après cela aussi, il faut poursuivre. Il ne faut pas s'arrêter seulement au niveau de la désignation. Lorsque ces personnes-là sont désignées, elles ont la présomption de la crédibilité, de l'intégrité, etc. Mais une fois qu'elles sont désignées, eh bien, il y a les devoirs d'ingratitude encore qu'il faut faire jouer. Donc, on doit continuer à surveiller leur comportement, à vérifier s'il n'y a pas d'injonction que ces personnes reçoivent des autorités qui les ont désignées, et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être des mesures qui sont peut-être pas parfaites ou complètes, mais nous pensons qu'il faut commencer par là. Donner de la publicité aux magistrats qui sont destinés à être élus, de sorte que dans l'opinion, ceux qui les connaissent puissent quand même attester ou témoigner de leur intégrité. Ça aussi, il y aura de l'influence au sein de l'opinion, tout ça, ça peut être préparé ça peut être limité. Donc, à partir du moment où les faits restent les faits, si il y a un avis qui est donné ou un témoignage qui est donné sur un magistrat quelconque, ça va être vérifié. Donc, quand c'est vérifié, c'est vérifié. Donc, vous aurez du temps matériel pour vérifier. Mais il faut se donner ce temps-là. Ce n'est pas nous, c'est toute la nation qui doit se donner ce temps-là et cette peine-là, parce qu'il s'agit de rendre la justice au niveau d'un événement capital de la vie nationale. Vous savez que les élections déterminent l'avenir de la nation dans les 5 ans qui les suivent. N'est-ce pas? Donc, la vie de la nation dans les 5 ans qui suivent les élections dépend de ce qui s'est fait pendant les élections. Alors, si nous avons des mauvaises élections, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons des autorités qui passeront tout leur temps à pouvoir légitimer leur pouvoir. Et donc là, les questions d'investissement, les questions qui regardent beaucoup plus l'économie, les droits des citoyens, tout cela ne pourront pas être la priorité. Et là, nous allons continuer à tourner en rond. C'est vraiment, un facteur déterminant que d'avoir des élections crédibles. Mais cette discorde au sein de la coalition au pouvoir à propos de dernière nomination de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas un indice sérieux que la dépolitisation de cette haute instance serait un véritable défi à relever? Oui, c'est donc nous avons raison de pouvoir proposer justement cette réforme. Et je crois que les réformes que nous proposons, si elles sont acceptées par nos élus, nos autorités, ça serait un signe très fort lancé dans l'opinion et même dans l'opinion internationale pour justement assurer ou rassurer les citoyens de la bonne volonté des autorités de pouvoir se sortir de cet engrenage des tricheries, des arrangements, etc. Donc, nous pensons qu'il serait bon
que nos autorités puissent nous donner ces signes forts-là à travers les réformes que nous sommes en train de leur proposer. Mais déjà à ces stades, si ça ne marche pas pour les élections de 2023, est-ce que vous pourriez attendre pour des élections futures, c'est-à-dire 2028 ou encore un peu plus loin? Non, on ne peut pas dire que ça ne marchait pas pour 2023, parce que nous sommes en train de Vous êtes travailler pour convaincu? que ça marche. Vous êtes convaincu que ça va aller, ça va Mais marcher? nous défendons une cause, madame. Nous sommes en train de défendre une cause et rien ne peut nous décourager. Nous pensons qu'il est encore possible de pouvoir faire en sorte que nous ayons des élections crédibles en 2023. Et donc, nous ne devons pas désespérer. Vous vous rendez compte de ce qui pourrait arriver si les élections de 2023 ne sont pas bien organisées? Nous risquons une guerre civile. Nous sommes à un niveau tel que les choses sont vraiment à un niveau d'incertitude tel qu'il faut rassurer la population, il faut rassurer les parties prenantes. Et donc, il faut vraiment que l'on puisse mettre vraiment du sérieux dans cette démarche-là pour que les réformes se fassent et que nous puissions redresser la barre. Alors, on se bat bien pour les élections. Entre-temps, il faudrait aussi penser au financement de ces élections. Vous avez suivi les présidents de 2 chambres du Parlement proposer la mise en place d'un compte spécial. Quant à ça, comment réagissez-vous? Oui, c'est ce que nous proposons aussi. Nous avons proposé cela. Nous félicitons de ce que les présidents de la CENI commencent, plutôt les présidents de 2 chambres du Sénat particulièrement, s'intéressent à cette question, qu'ils puissent nous rejoindre dans notre opinion. Ça signifie qu'ils sont donc favorables pour des réformes, n'est-ce pas? Parce que les budgets, il faut déjà commencer à y penser aujourd'hui pour que le moment venu, on ne nous dise pas que c'est parce qu'il a manqué de moyens qu'on n'a pas organisé. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut déjà commencer à adresser cette question-là de financement des élections. Voilà. Quelle place occupe la femme ou les femmes dans vos propositions? Dans tout processus électoral, il y a un élément clé qu'on appelle l'inclusion. Donc, nous insistons sur les caractères inclusifs du processus électoral. C'est pourquoi nous avons proposé justement qu'on puisse appliquer la parité telle que prévue par la Constitution. Nous savons que ça risque d'être difficile, mais au moins au niveau national, que les listes, si les listes, on va les utiliser encore, que les listes puissent comporter au moins 50% de candidatures de femmes. Au niveau des provinces, on peut aller jusqu'à 30%, 40%, au niveau local, 30% ou 40%. Donc, il y ait une sorte de parité modulée, donc parité par grade, donc progressive, de sorte que à un certain moment, on puisse régler cette affaire-là totalement et que la parité intégrale puisse être appliquée dans tous les scrutins. Mais pour 2023, nous proposons 50% au niveau national, 30% au niveau provincial et 30% au niveau local. Et en cas de non-respect, qu'est-ce qu'il y aura? Oui, c'est justement pour ça que nos recommandations sont efficaces, parce que nous proposons des sanctions. Soit qu'on invalide la liste, soit qu'il y ait une sanction pécuniaire. Donc les partis qui se trouvent en défaut de pouvoir rencontrer cette exigence-là, qu'ils payent une certaine pénalité pécuniaire pour justement payer où? Réparer. Dans les trésors. C'est comme on paye la caution et tout ça, ou les frais de dépôt de candidature. Donc, c'est à l'État que les partis vont payer. Mais quel est le rôle devraient jouer les médias d'après vos propositions? Les médias, dans un processus électoral, sont incontournables. Et donc, il faut assurer aux médias
tous leurs droits et puis leurs pouvoirs. Le droit d'informer sans entrave, mais aussi qu'il y ait aussi une certaine régulation dans l'accès aux médias publics. Et donc, nous pensons qu'il faudrait vraiment donner aux médias toute leur liberté pour informer pendant la période des élections. Et nous sommes en train maintenant d'insister sur l'intégration complète des nouveaux médias, des médias en ligne, des réseaux sociaux, dans justement cet arsenal médiatique que nous avons pour le moment, pour justement informer les citoyens. Parce que vous savez que le processus électoral, pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit transparent. Or, qui parle de transparence, parle de l'information. Donc les médias sont un vecteur important de l'accès des citoyens à l'information. Donc l'information passe par les médias. Nous pensons qu'il faut vraiment veiller à ce que la liberté d'informer puisse être garantie, mais aussi que les professionnels des médias soient protégés. Voilà. Parmi les propositions du groupe des 13 personnalités, il y a la publication des résultats des élections, bureau de vote par bureau de vote. Quels sont les points qui vous lient? Ce n'est pas nouveau pour nous. Vous savez que les acteurs politiques qui ont fait des propositions se sont basés sur les recommandations des missions d'observation. Et donc, très tôt, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de ça juste après les élections pour dire qu'il faut publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est ce qui est un principe même de transparence, qui rentre dans les principes de transparence. C'est bien dommage que les bureaux passés se soient entêtés à dire qu'il n'y a aucune disposition légale qui les contraignait à cela, mais le principe même de la transparence veut que toute l'information puisse être donnée. Or, l'information principale que produit la CENI, c'est les résultats. Et donc, nous demandons que cela se fasse de cette manière-là, et nous sommes tout à fait en parfait accord sur cette question-là. C'est qu'on peut noter aussi, parce que vous dites, vous parlez de nos rapports avec... les G13 avec, oui, non seulement les G13, mais aussi tous les acteurs les acteurs politiques ou surtout les parlementaires qui ont des propositions par rapport aux réformes. Eh bien, nous avons eu des séances de travail avec eux, des séances d'harmonisation sur certaines questions pour que, justement, la voix du citoyen puisse être portée par les élus. Donc, sur cette question, je crois particulièrement, cette question des résultats, nous sommes tout à fait d'accord. Voilà, ce sera ma dernière question. La session de septembre tant attendue, elle a déjà été ouverte. Quelles sont vos attentes finalement? Nous attendons qu'à cette session, au minimum, la proposition de la loi organique sur le fonctionnement et l'organisation de la CENI puisse être inscrite, qu'elle soit examinée et adoptée. Ça, c'est la grande attente que nous avons par rapport à cette session parlementaire, et c'est ce que nous allons dire de vive voix à Madame la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et même au président de la République, au Premier ministre. Nous allons le leur dire parce que c'est ça les attentes de la population vis-à-vis de nos institutions. Et donc, nous pensons que si nous obtenons cet examen, cette adoption, ça pourrait être une très bonne chose pour l'avenir de notre processus électoral. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Bishop Djamba, avez-vous un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est toujours cette insistance que nous mettons sur la nécessité
pour les élus d'écouter la population. Nous nous sommes exprimés, nous pensons que nos recommandations sont tout à fait claires, elles sont consignées dans les référentiels communs de la société civile pour les réformes électorales. C'est de la matière que nous donnons à nos élus pour pouvoir enrichir leur travail et s'ils peuvent justement les traduire en texte de loi, ça serait vraiment un grand cadeau qu'ils donneraient à la population. Nous les encourageons à pouvoir nous écouter dans ce sens. Voilà, Bishop Abraham Djamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Très bien. Merci. Objectif 2023 de ces jours est terminé. Merci à vous d'avoir suivi et au revoir.